Bonjour et bienvenue sur l'Interface, votre nouveau média en ligne. Depuis un mois, nous vous proposons du contenu sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube, et nous vous remercions de nous suivre aussi nombreux et nombreuses. Ici, nous sommes sur Grand Angle, le format qui décrypte les enjeux de l'actualité nationale, internationale et religieuse. Mais avant de vous présenter le programme du jour, je suis heureux de vous annoncer le lancement de tout nouveau format d'émission. D'abord Franchise. Franchise, c'est quoi? C'est une série d'interviews sans filtre avec des acteurs influents ou inspirants de l'actualité. Vous avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux l'information du lancement de Parole contre Parole, notre émission de débat théologique. Et là, nous avons besoin de vous. Nous sommes à la recherche d'hommes et de femmes aptes à venir débattre sur le plateau en Ile-de-France de leurs convictions et de leurs doctrines avec des arguments bibliques à l'appui. Si ce message vous concerne ou l'un de vos proches, écrivez-nous sur la rubrique contact de notre site internet www.lebéretrouge.fr. Bien, présentons maintenant le programme du jour. Un Français sur deux dit ne pas avoir confiance aux médias. Comment expliquer ce chiffre? Quelles en sont les conséquences dans notre société? Nous en discuterons sur le plateau. Nous parlerons également de Pâques qui se déroule ce week-end. Quel est le sens profond et l'héritage porté par cette tradition chrétienne incontournable? Et pour finir, à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à l'autisme qui a lieu chaque année le 2 avril, nous écouterons le témoignage engagé de personnes concernées et acteurs du sujet, avec notamment la présence de Philby Longa, notre invité exceptionnel. Et pour discuter de ce vaste programme, comme d'habitude, nous sommes sur le plateau en présence de formidables chroniqueurs. Heureux de retrouver sur le plateau Heidi. Heidi, bonjour, comment allez-vous? Très bien, Samuel, et vous? Eh bien, bien également, merci beaucoup et heureux d'accueillir pour la première fois une chroniqueuse qu'on aura l'occasion de découvrir et d'apprécier. Lydia, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Samuel, ça va bien et vous? Eh bien, je vais bien également, merci beaucoup. Alors, le Mhm. premier sujet, euh, entrons dedans, la méfiance d'un Français sur deux Mhm. vis-à-vis des médias, notamment les médias institutionnels. Moi, la première question que j'aimerais vous poser, c'est vous êtes situé de quelle partie de cette moyenne? Des chrétiens méfiants ou confiants? Lydia, je vous pose la question. Alors j'avoue que moi je suis quand même un peu méfiante Ok? parce qu'aujourd'hui déjà l'information elle est accessible. Il y a Mhm. beaucoup de biais, de canaux d'information, mais on sent quand même que il y a beaucoup plus de médias d'opinion Ok. et je me retrouve face à des médias où je sais que Hmm. voilà, l'information sera donnée mais sous un prisme précis. Les lignes enfin, les lignes Éditorial. éditoriales des médias des uns et des autres sont maintenant connues, ce qui fait que je choisis vraiment de façon très spécifique quels médias écouter ou lire. Donc D'accord. voilà. Ben, Ouais. on aura l'occasion de poser la question justement à chacune. Ben, Mhm, comment vous faites pour choisir aujourd'hui? mhm. Hmm. C'est pas des médias qui manquent. Hmm. En tout cas, entre les Exactement. médias traditionnels, sur les chaînes de la TNT, il y en a de nombreuses. Il y a également des box qui nous permettent de multiplier les chaînes françaises internationales. Il y a les médias en ligne. Vous, globalement, Heidi, sur les médias notamment institutionnels, entre guillemets, plutôt méfiante ou plutôt confiante? Très méfiante. Très méfiante. Mhm. Pour Oui. nous expliquer ça, du coup. Oui, parce que forcément, ça reste des humains et des fois, leurs opinions ne vont pas dans mon sens ou ont peut-être été un peu biaisées ou orientées. Donc, forcément, ça va créer de la méfiance et voilà, ça me permet à moi aussi d'apprendre à développer ma propre réflexion. C'est-à-dire que je vais peut-être comparer avec un autre média et puis c'est comme ça que je crée ma propre réflexion et au final, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt bien. D'accord, Mhm. donc on représente sur ce plateau une majorité des Français, 50% en réalité c'est la fourchette basse, mais selon certaines statistiques c'est même un peu plus élevé. Mais moi j'aimerais savoir comment vous expliquez cette défiance aujourd'hui que une majorité semble avoir. Sans le cacher, je suis moi-même assez méfiant, c'est peut-être pour ça Mhm. d'ailleurs qu'on a créé quelque chose d'autre pour Mhm. apporter une forme de nouveauté, de fraîcheur. Comment vous considérez, comment vous expliquez eh ben, aujourd'hui, ce rejet de plus en plus important, de plus en plus massif des Français à l'égard des acteurs de l'information qui jouent normalement pourtant un rôle clé dans une société équilibrée. Ouais, on se rend de plus en plus compte qu'il y a beaucoup d'hommes puissants, en tout cas voilà, une certaine caste de milliardaires ou de millionnaires qui sont derrière, ils achètent les médias. Mhm. Les médias aujourd'hui, enfin, c'est pas nouveau, on entend parler, je vais pas peut-être citer des noms, mais on sait tous, voilà, Bouygues qui détient le groupe TF1, voilà, c'est Mhm. Bolloré, avec, Hmm. voilà, le peuple est de plus en plus
conscients, parce qu'ils ont justement l'accès à l'information, Oui. qu'il y a plusieurs médias qui sont entre les mains de voilà, certains groupes de personnes riches. Mm. Et ils sont conscients aussi que la ligne éditoriale de ces médias sont souvent sous un peu Sous influence. sous influence Mm. de ces patrons. Voilà, on va dire Ouais. ça comme ça, de ces patrons. C'est pas une question des journalistes. Les journalistes font bien leur travail, Mm. mais en même temps, ils sont quand même obligés de respecter la ligne éditoriale Mm. de l'entreprise dans laquelle voilà, ils font partie, c'est le jeu. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, les gens deviennent méfiants Oui, parce oui. que si un journal ne peut pas parler du fait que, je donne un exemple comme ça, bidon, Xavier Niel, par exemple, c'est un exemple, Mm. propriétaire de Free, a été peut-être sujet à des enquêtes frauduleuses. Mm. Le média ne veut C'est pas en ça. parler parce que ça va faire C'est un ça. conflit d'intérêts avec son patron. Oui. C'est normal qu'à un moment donné, on se dise, mais C'est ça. voilà, il y a quelque chose qui cloche. Et ces milliardaires, je pense que nous, enfin, je parle pour moi, ils n'ont pas forcément souvent bonne réputation parce qu'il y a de la fraude, Mm. parce qu'ils cachent certaines choses. Exactement. Donc, on peut aussi être amené à penser que si les personnes qui représentent ces médias-là sont, entre guillemets, pas fiables, est-ce Exactement. que leur média sera fiable à leur tour? Est-ce qu'il n'y aura pas de la censure sur certaines informations qu'on a besoin d'avoir? Après, j'avais écouté justement des personnes qui interrogeaient les journalistes Mm. et qui disaient, en fait, en soi, comme Lydia l'affirmait, les journalistes ne sont pas forcément biaisés dans leur manière de traiter l'information, Mhm. mais le problème, c'est qu'on crée toute une chaîne où le milliardaire s'entoure d'un board, d'un comité de Mm. direction de personnes qui pensent comme lui, Mhm. et puis ceux-ci recrutent des personnes qui pensent comme eux, et Exactement. ainsi de suite, ce qui fait qu'au final, au bas de l'échelon de l'information, on a des Mhm. personnes qui ne reçoivent pas forcément d'ordre d'en haut, mais qui Oui. font partie d'un bloc homogène de pensée orienté vers une vision du monde. Mm. Après, on a des cas encore plus explicites avec un certain milliardaire qui a été démontré qu'il avait tout un projet de société Mm. Mhm. à travers notamment les médias, la Mhm. culture et d'autres sphères importantes, Mhm. d'orienter les choses. Et d'ailleurs, plusieurs de ces milliardaires se revendiquent ouvertement chrétiens Mhm. et avec une vision un peu plus conservatrice D'accord. du monde, de la société, des lois et de la considération à autrui. Aujourd'hui, quel est selon vous le but caché derrière ces médias? Est-ce que c'est forcément engranger de l'argent pour ces milliardaires ou est-ce qu'il y a un enjeu de pouvoir, de contrôle de l'information? Comment vous considérez les choses? Moi, je dirais qu'il y a peut-être forcément une envie de contrôle des choses. Maintenant, là où je suis entre guillemets rassurée et pour moi-même, c'est que je me dis, on connaît maintenant Mhm. leur orientation. Donc prenons ce qu'il y a à apprendre, Oui, c'est-à-dire si j'ai envie de prendre cette information-là, et après, je vais nourrir ma réflexion avec autre chose. Quelque part, c'est bien qu'il soit qu'on sache dans quelle orientation ils prennent. Mhm. Et parce qu'avant, je pense que c'était plus ou moins caché. Mhm. Et du coup, pour savoir si l'information était biaisée ou alors si elle était tournée, orientée vers un parti ou autre chose, c'était plus difficile. Maintenant, on le sait, bon, écoute, on va faire... Mais Adi, toi, tu as cette capacité-là de te dire que je prends l'information, je Oui. pioche et après je Oui. fais ma propre analyse. Oui, Mais il y a des gens pour qui ce qui est dit dans les médias est une vérité absolue. oui. Il y a des personnes qui se réfèrent à ça. Ah, t'as pas vu, c'est passé aux infos, donc c'est forcément vrai. Mhm. Et du coup, ces personnes-là, justement, je pense que c'est eux la cible, en fait. Que ces grands patrons, quand ils rachètent des médias, c'est pour justement faire passer un courant de pensée, conservateur ou plus Oui. libéral, peu importe. Mais en fait, la cible, ce sont ces personnes qui ont encore foi. Les personnes crédules, qui n'ont Exactement. pas cette capacité de recul. On est tous Exactement. crédules dans ce cas-là, puisqu'on vient tous chercher l'information. Oui, mais du coup, il y en a ceux qui vont les prendre avec des pincettes, Oui, mais on a certains qui vont, voilà, c'est la Oui. vérité, c'est dit, c'est tel journaliste qui l'a dit, donc c'est vrai. Et c'est ça le problème, en c'est ce fait. qui fait la diversité, quelque part. Exactement, Mhm. j'avoue. En fait, la Donc, vérité, elle est présentée. Voilà, on peut avoir un fait international, elle est présentée. Mais aujourd'hui, on commente. Même le journaliste qui donne l'information commente. Et quand il commente sous le prisme de, Ouais. de la ligne éditoriale derrière. Et c'est ce commentaire-là qui peut influencer Mais du coup, tout à l'heure, tu disais, excuse-moi si je te coupe, la vérité. Mais en fait, est-ce qu'on est obligé de se dire qu'on détient la vérité? On apporte une information parce qu'on On l'aperçoit comme ça. l'aperçoit comme ça. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est la vérité ou on peut simplement l'apporter en disant on l'aperçoit comme ça
Et puis voilà, et Et puis après, on laisse les c'est... gens faire. Alors, Voilà. c'est une question qui est intéressante parce que finalement, Mhm. on peut se poser la question de savoir, est-ce mal d'avoir un projet d'entreprise qui permet de véhiculer ses pensées et ses opinions? Est-ce qu'il y a ici forcément une manipulation ou est-ce qu'on n'est pas face à tout simplement des personnes qui ont la capacité de créer des médias, de se faire entendre et de dire ce qu'ils pensent? Est-ce que c'est forcément malhonnête? Après, la question va se poser, celle Mhm. du pluralisme. Mhm. Mm, Est-ce qu'à l'échelle de l'État, mm, on a permis à toutes les voix de se faire entendre? Il y a l'ARCOM qui essaye de jouer son travail aussi en mm. tant qu'instance de régulation, mais est-ce qu'être milliardaire et posséder des médias, c'est forcément mal? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de faire une cabale vis-à-vis de ces chefs d'entreprise finalement qui sont libres de gérer leur argent comme ils veulent? Exactement. Non, c'est pas mal quand l'information elle est donnée telle quelle, mais le problème avec certains médias, c'est de la désinformation Ah, je sais pas, maquiller un peu l'information, d'accord. présenter l'information, mais essayer soit de la biaiser, soit de l'amplifier. Oui. Mm, Quand un média dit par exemple qu'à Saint-Denis, puis, j'exagère, il y a que des racailles, enfin, il y a quelque chose qui va pas. En mm. fait, c'est ça en fait le problème, en fait, un peu l'équilibre Oui, dans, oui, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment donner l'information, oui, avoir une ligne éditoriale, oui. avoir un Mm, projet derrière, c'est pas ça le problème, mm, mais du coup, présenter l'information telle qu'elle, mm. sans biaiser, sans omettre même, parce qu'il y a certains médias qui omettent une information qui ne, voilà, qui ne cadre pas. Enfin, je vais donner un exemple, le cas de Quentin, Mhm. Quentin de Rank? Quentin de Rank a été traité, ça n'a pas traité de la même façon dans tous les médias. Oui. Il y Mm, a des médias qui l'ont présenté en tant qu'extrémiste, d'autres qui ont omis ce détail, d'autres. mm, En fait, c'est ça le problème aujourd'hui qui se pose avec les médias d'opinion, en fait, mm. à mon sens. Moi, si j'étais milliardaire, je pense que j'investirais. Enfin, je, je pense que c'est aussi un certain luxe de pouvoir dire qu'on investit dans le média, dans l'information en France. Enfin, moi, si j'étais milliardaire, c'est pas quelque chose qui me choquerait. Et j'ai envie de dire, vous n'avez pas attendu d'être milliardaire pour vous impliquer déjà dans un média. Ouais. Exactement. Mais j'aime beaucoup la manière dont on traite la chose ici, c'est-à-dire qu'en soi, c'est pas forcément mal, Exactement. ce n'est pas forcément Du tout. malhonnête Mhm. que de chercher à être un acteur de l'information Mhm. et à présenter un regard sur le monde. C'est ce qu'on fait, certains le font Mhm. dans un coin dans un coin d'un café avec une petite bière, et puis d'autres le font sur des grands plateaux de télé avec des Exactement. milliers et des millions d'euros. Mm, Mais en fait, c'est simplement partager son regard sur le monde à un Mhm. maximum de personnes. Par contre, c'est le rapport à la réalité et à la vérité qui parfois peut poser question avec des omissions qui semblent être volontaires. Et Exactement. là, on est dans quelque chose qui ressemble plus à de la manipulation. Vous souhaitiez rebondir, je pense. Je pense qu'ils savent à qui est-ce qu'ils ont affaire. Il y a des gens, ils ne peuvent pas traiter une information si elle est trop... Si elle n'est pas assez pimentée, s'il n'y a pas... Moi, dans mon entourage, il y a des gens qui aiment ce type de contenu, en Oui. fait. Mhm. Et du coup, je pense qu'ils sont les milliardaires ou même l'équipe éditoriale ou le board, ils savent à qui est-ce qu'ils ont affaire, à qui est-ce qu'ils vont s'adresser. Et du coup, bah, ça alimente. Et si c'est quelque chose qui est plutôt maîtrisé avec peut-être un langage académique, etc., ça va pas leur parler, ça va pas leur convenir. Donc, je pense qu'ils jouent aussi avec ça. Ils ont raison, hein. Ouais, et puis ça marche. Exactement. Exactement. Ça marche. Ça Aujourd'hui, marche. l'une des chaînes qui est très critiquée en France, c'est News, Mhm. qui est considérée comme certains comme littéralement un média d'opinion aujourd'hui, Mhm. est devenue la première chaîne d'info de Mhm. France. Ça veut dire que ça Ouais. répond à une attente, C'est à un ça. besoin, et ça plaît à certaines personnes. C'est Après, ça. il y a toujours certains qui écoutent pour critiquer, mais ça plaît à une certaine personne finalement. Donc, d'un point de vue purement entrepreneurial, on peut peut-être parler d'une forme de réussite derrière. Bon, moi, la question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est sur ce rapport au complément que vous allez chercher ailleurs. Mhm. Parce que vous avez dit, Heidi, Lydia aussi, que Mhm. vous pouvez consommer ce type de contenu, mais avec une capacité de prise de recul et que vous forgez un avis, notamment avec ce que vous allez compléter derrière. Mhm. En dehors des médias traditionnels, clairement, j'allume la télé, je suis sur les chaînes du câble. Comment vous faites pour continuer à alimenter une réflexion, on va dire, à 360 degrés un peu plus élargie, finalement? Mhm. Moi, c'est avec les réseaux sociaux. Je Oui, ne sais pas pour vous, Heidi. Moi, c'est avec les réseaux sociaux. Ben, du coup, je trie aussi parce que du ok. coup, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup. Enfin, tout le monde peut prendre la parole.
mais beaucoup n'ont pas des sources fiables. Donc, il y a des médias type où je sais que je vais trouver une source fiable. C'est comme Hugo Décrypte, par exemple. Mhm. J'aime bien parce que les gens qui commentent dans les commentaires, ils disent toujours si Hugo Décrypte ne l'a pas encore dit, c'est que c'est pas vrai. Oui, Il y a beaucoup de j'ai commentaires comme déjà ça vu sous ça. ces posts. Et effectivement, moi, c'est quelqu'un que, voilà, que je suis depuis longtemps et j'ai bien vu que ces infos étaient toujours sourcées. Donc, Mhm. j'essaye vraiment de ne pas me fier sur tout ce qui est dit dans les médias, même si je regarde toujours les médias, les grands médias à la télé, mais c'est plus sur les réseaux sociaux que, voilà, que je pioche un peu sur des sites qui me semblent fiables. J'aime bien aussi Brut, aussi que Hmm. je regarde bien. Et voilà, j'arrive à me forger mon opinion comme ça. Est-ce que vous savez à qui est-ce qu'ils appartiennent, Brut? C'est la question que j'allais poser. Non, pas précisément. Ni Hugo Après, Décrypte d'ailleurs, il appartient à voilà, quel? voilà. Je pense qu'il y a toujours, sûrement, hein, quelqu'un derrière. Mais après, encore une fois, c'est vraiment cette capacité de se dire, est-ce que l'info, elle est donnée de façon réelle, brute, Hmm, voilà, hmm, sans hmm. rajout, sans omission, voilà, sans une certaine façon d'orienter Ouais, les ouais. lecteurs Mais ou on est les téléspectateurs? quelque part, on oriente toujours. Ouais, Parce que j'avoue. on présente l'actualité selon notre propre vision. Donc forcément, Exactement. même si elle n'est pas J'avoue. volontairement méchante ou on déforme pas, mais on apporte quand même selon J'avoue. un certain. J'avoue que moi aussi, il y a des sujets où je vais me dire, je vais plutôt mettre CNews parce que je sais que ça va être traité selon ma sensibilité. Par exemple, tout ce qui est en lien avec la foi, Hmm. j'avoue que je vais me dire, je préfère entendre CNews traiter ça. Mais il y a voilà, des sujets où je me dis, ah non, autant mieux écouter Oui, RTL oui, oui, ou oui. regarder telle chaîne. Ouais, C'est vrai que je choisis aussi, sans me rendre compte finalement, ouais, selon mes sensibilités, ouais. les médias que Mhm. j'écoute. Pour ma part, je me suis rendu compte que je suis entré dans une période dans laquelle je préfère écouter des personnes qui sont tranchées dans leur avis Hmm. Mhm, avec des médias entre guillemets mhm, dont l'orientation elle est claire, quitte à ce que ça soit une orientation différente de mes convictions, mhm. mais au moins ça me permet de comprendre clairement ce que pensent les autres. Exactement. Après, c'est intéressant, je suis un consommateur notamment aussi du Go Décrypte, Mhm. d'avoir une objectivité aussi, Oui. mais j'ai toujours une forme de crainte de tomber face à des personnes qui se revendiquent Mhm, objectives, mais au mhm. final qui ne sont pas tant que ça. Donc je Exactement. préfère être avec des personnes qui avancent finalement sans masque. Mhm. On comprend quels sont leurs biais, on comprend qui finance derrière, quel est le projet de C'est ça. société. Mhm. Et au final, effectivement, après on trie derrière. Mais moi, Hmm. j'aimerais revenir sur Brut. Ouais. Brut qui a été racheté Mhm. il y a quelques années et qui a pris une orientation légèrement différente de ce qui était Ouais. euh, le début de ce média, Mhm. qui fait quand même Ouais. le travail qu'il fait. Alors, je veux glisser sur notre deuxième sujet. Justement, lorsque vous avez parlé de l'actualité entre guillemets chrétienne et la question religieuse que vous Mhm. appréciez voir traitée sur CNews, vous avez l'impression qu'ils sont peut-être quoi, des garants des valeurs judéo-chrétiennes de la France, c'est ça? Ouais, entre autres, en fait, c'est pas commun, enfin, des sujets comme ça, ils sont pas traités Mhm. sur les autres chaînes. Oui, Et il y a même pas, il y a quelques jours même, ils ont invité je sais pas si c'était un abbé ou un prêtre dans l'émission de Christine Kelly. En fait, ça me fait du bien de d'accord. voir quand même que la foi peut être mise sur table, qu'on peut en Hmm. parler, que c'est pas Hmm. quelque chose qui fait honte. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, ce côté-là, j'apprécie. Après, j'avoue que le reste de la ligne éditoriale voilà, ne me correspond Hmm. pas. Mais D'accord. de ce côté-là, Donc voilà. on pioche là Mais où je on a crois que quelque cette chose. journaliste-là, justement, elle est Ouais, chrétienne Oui, tout Christine à et elle Kelly, fait. apporte une effectivement. véritable valeur ajoutée à CNews qui n'aurait peut-être pas s'il n'avait pas cette journaliste-là. Ah ouais, tu crois? C'est mon Tu avis. n'écoutes pas beaucoup Pascal Pro. Il revendique que c'est les racines Je chrétiennes. pense que, si on continue à citer, je pense que la posture chrétienne, ou selon leur terme judéo-chrétienne, même si j'aime pas Mhm, ce terme, de CNews, pour certains, est plus une stratégie anti-islam qu'un réel attachement aux valeurs chrétiennes. Pour certains acteurs principaux de la chaîne, je pense qu'on peut douter Hmm. du caractère pratique de leur foi, et ils se revendiquent pas forcément tous d'ailleurs comme chrétiens pratiquants. mhm. Hmm. Alors que Christine Kelly, par exemple, elle l'a déjà fait, Hmm. mais Exactement. certains se considèrent plutôt comme euh, citoyens français, pays traditionnellement Oui, c'est une réaction, catholique. quoi. Oui, je crois. Et il y a beaucoup le terme même du grand remplacement qui est beaucoup quand même cité sur les plateaux, de ce que j'ai Mhm. remarqué. Et si on va justement sur ce deuxième sujet, à travers la question de CNews, on arrive à quelques jours de la Pâque, Mhm, et comme vous le dites,
On sait que certains médias traiteront abondamment ce sujet pour mettre en valeur l'héritage chrétien de la France, pas qu'il reste encore une période fériée en France, quand d'autres passeront en coup de vent sur cette information-là. La question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, dans un pays laïque, que représente pour vous l'héritage de la Pâque dans la société? Je pense que dans la société en général, c'est la fête du chocolat, hein. Mhm. La chasse aux œufs, c'est qui est, C'est ça. pour moi, c'est regrettable parce que je pense que la laïcité n'empêche pas. Normalement, j'ai l'impression que ce mot laïcité a été complètement sorti de son contexte. Laïcité, de ce que moi j'ai compris voilà, du terme, c'est pour garantir la liberté de Oui. toutes les religions. La séparation de l'Église et de Et l'État l'État, et la de liberté la- à chacun Exactement. d'avoir ses Mais convictions. aujourd'hui, j'ai l'impression que laïcité, ça, c'est comme si c'était athéisme, en fait. Oui. Enfin, Oui, franchement, ça c'est efface un peu nos... exactement. Et donc, on a l'impression que les médias, ils ont comme une honte ou une gêne de parler de tout ce qui est relatif à la foi. Ou Mhm. alors ils n'ont pas envie. Peut-être pas, c'est même pas une honte ou une gêne, c'est plus quelque chose qui veulent taire ou qui veulent effacer parce que ça dérange, parce que Pourquoi c'est ça ringard dérangerait? peut-être. Je ne comprends pas. Samuel l'a si bien évoqué, ça fait partie d'une tradition chrétienne. Enfin, c'est une fête que tous les chrétiens du monde célèbrent, notamment ici en France. Je vois pas Mais pourquoi. s'ils se revendiquent pas chrétiens, c'est peut-être pas quelque chose qui les intéresse du coup. Est-ce que c'est les médias qui se revendiquent pas chrétiens ou c'est la population qui se revendique pas chrétienne? Bah, des personnes qui travaillent dans les médias. Ouais. Je me pose la question. euh, D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsqu'on regarde les textes attentivement, le sens de la loi de laïcité, qui est pour moi un des très beaux principes de la Constitution française, c'est d'abord une loi de liberté. Aujourd'hui, la laïcité semble être utilisée parfois comme une loi d'interdiction de ou l'interdiction de faire. Alors, si c'est une loi de laïcité, je m'interroge et j'aimerais avoir votre avis là-dessus sur euh, la capacité d'un État laïque à permettre à chaque religion de s'exprimer. Mhm. Aujourd'hui, il y a un débat qui a été posé et qui sera encore posé dans quelques jours. Est-ce qu'un État qui est devenu laïque, qui n'a pas toujours été sous Mhm. cette forme, qui est devenu laïque, doit encore avoir des jours fériés à cause d'une tradition chrétienne historique du pays? Si c'est le cas, comment le justifier sur la base de la laïcité? Et est-ce que on devrait aussi à terme avoir un jour férié pour les musulmans à l'occasion de l'Aïd, un jour férié pour les hindous, pour les bouddhistes, ou est-ce que il y a Mhm. une préférence chrétienne aujourd'hui en France? Moi, je dirais qu'il y a une préférence chrétienne puisque c'est quand même notre histoire. Le christianisme et l'histoire de la France, c'est entre guillemets, c'est ce qu'il a construit, c'est le catholicisme, etc. Donc effacer tout ça, ça serait effacer une partie de l'histoire de la France. Ça serait fortement regrettable. C'est aussi notre identité, Fortement regrettable. Quoi? parce que c'est notre identité. Ok. C'est notre identité. Alors tout le monde ne se rattache pas à cette identité-là, mais c'est l'identité de la France. Et du coup, ça serait porte ouverte à une nouvelle France. Alors je sais pas à quoi on pourrait s'attendre, mais pour moi, le mot France, je le rattache au catholicisme, aux protestants, etc. Et entre autres, hein, je schématise. Donc non, c'est ce qui fait, je pense, aussi en partie dans nos mairies. Mhm. Mhm. Dans nos mairies, on voit souvent comment on appelle ça, des gravures, Oui. Oui, oui. où ça parle de Dieu. Tout à fait. Mhm. Ça parle de Dieu. Donc je pense que reléguer ça ou l'effacer, ça serait effacer une partie de notre histoire, de la France. C'est clair qu'aujourd'hui, on fait un tour dans les mairies et dans d'autres formes d'institutions, on a encore des traces de l'héritage chrétien, et chrétien. notamment encore dans ce calendrier-là, Mhm. où c'est l'un des moments où il est encore plus légitime et facile de parler de foi, même si aujourd'hui ça a été rattrapé par cette affaire de chocolat. Ouais. Mais l'occasion de ces fêtes chrétiennes au calendrier, Mhm. c'est l'un des moyens de porter encore un héritage. Pour vous, Lydia, cette question d'identité chrétienne, est-ce qu'elle doit être conservée? Est-ce qu'elle doit être conservée à quel prix? Aujourd'hui, on a un pourcentage de la population qui évolue. Mhm. Vous avez parlé du terme Nouvelle-France. Certaines personnes, comme vous l'avez dit sur CNews, parlant de grands remplacements, d'autres de Exactement. créolisation. Euh, Comment vous voyez la préservation de cet héritage chrétien? Est-ce qu'il doit l'être? Et s'il doit l'être, comment il doit l'être?
Moi, je pense qu'il doit l'être. Je suis totalement d'accord avec ce que Heidi a dit. Ça fait partie de l'histoire de France. C'est son identité, en fait. La nature a horreur du vide. Oui. Si on efface toutes les traces chrétiennes de la France, eh ben, je suis désolée, il y a autre chose qui va remplacer quoi? Je sais pas, ça peut être l'athéisme, hein, ça peut être... Parce que je vois que dans certaines villes aussi, on veut remplacer par Joyeux Noël. Il y a des trucs comme Oui, ça oui. qu'on remplace. Bonne fête de fin d'année, Bonne fête de fin d'année à la fête de plutôt Joyeux que Noël. Joyeux Noël. Désolée, moi, je trouve ça complètement ridicule. D'accord. Pourquoi? Mm. Et je pense que même si j'étais musulman, ça ne me gênerait pas de dire Joyeux Noël, comme ça ne me gêne pas de souhaiter bonne fête de Ramadan. En fait, Exactement. est-ce qu'on est obligé justement pour garantir cette liberté de religion de renoncer ou d'effacer tout ce qui a fait aujourd'hui que la France soit la France? Enfin, je ne pense pas. Je pense Alors, que... on demande l'avis également de chacun d'entre vous qui sommes en train de nous suivre Mhm. sur les réseaux sociaux. Quel est votre regard sur cette question? Est-ce que l'héritage chrétien de la France doit être préservé au nom du maintien d'une identité? Il y a un dicton qui dit, si on ne sait pas d'où vient, on ne sait pas où on va. Est-ce qu'il est nécessaire de garder ça fermement attaché? Mhm. Ou est-ce qu'au nom d'une forme d'évolution de la population et des convictions moyennes de celles et ceux qui sont sur le territoire français, il aurait fallu peut-être atténuer un petit peu au nom d'une forme de laïcité qui, pour certains, devient carrément un athéisme d'État? Donnez-nous votre avis en commentaire, on sera heureux de vous lire. Ouais. Maintenant, je crois savoir que vous êtes justement de confession chrétienne. Mhm. Alors, je me trompe pas? C'était exactement ça. D'accord. Alors, je me pose la question maintenant de savoir, non plus en tant que citoyen, mais en tant que chrétien, quel est le rapport que vous avez aujourd'hui avec la Pâque? Qu'est-ce que ça évoque pour vous personnellement? Et est-ce que vous avez peut-être un témoignage, un souvenir, peut-être du jour où vous avez compris la symbolique de cet événement? Comment vous vivez la Pâque encore vous aujourd'hui au quotidien? Lydia, je Ouais. m'adresse à vous d'abord. Pour moi, la Pâque, c'est la fête la plus importante pour les chrétiens. Ça D'accord. devrait l'être, après, Ok. voilà. Parce que ben, c'est la résurrection du Christ, mais c'est aussi vraiment le fondement, en tout cas, en ce qui me concerne, le fondement de ma foi, elle réside là, en fait. Le salut, c'est là. C'est quand le Christ est ressuscité, c'est là où nous sommes morts avec lui. Enfin, les chrétiens comprendront ce que je veux dire. Et nous sommes ressuscités avec lui. La nouvelle vie, la nouvelle création, le ticket, le ticket vers le ciel, en fait. Donc voilà, c'est vraiment une fête que je prends très au sérieux et qui me rappelle pourquoi je suis chrétienne, qui me rappelle la grâce d'avoir pu obtenir le salut en Christ. Et ben, là, je reviens un peu à ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que ça me fait mal quand je vois que c'est résumé aujourd'hui à la chasse aux œufs, tout ça. Mais bon, voilà, chacun est libre d'avoir ses convictions. Mais pour moi, vraiment, la Pâque fait partie de ma relation avec le Christ. Pour moi, c'est la Pâque. Je la célèbre à la Pâque. Voilà, D'accord, et on en vous gros. sent tout à fait ému Ému, justement c'est exactement dans le mot. ces propos Ouais. qui nous touchent. Heidi, pour vous, le sens de la Pâque, en Mm. tant que chrétienne, pratiquante, c'est lequel? Alors moi, pendant longtemps, la Pâque, je l'ai regardée comme une histoire, une D'accord. belle histoire. Mais c'est en regardant les façons de préparer la Pâque ou de célébrer la Pâque dans le catholicisme et dans le judaïsme que je me suis dit, attends, il y a vraiment Quelque chose de fort. il y a quelque chose de fort que je n'avais pas saisi Mm. personnellement dans ma foi chrétienne et dans ce qu'on m'a transmis. Et du coup, ouais, ça a pris une nouvelle dimension parce que je me suis dit, mais en fait, dans le judaïsme, ils célèbrent la sortie de l'Égypte Ouais. et les signes qui sont là, on peut les retrouver, ces signes-là. On va dire, je sais pas si on peut dire avant-coureurs ou je sais pas quelqu'un, Ouais. mais en tout cas, les signes qui ont célébré la sortie de l'Égypte, eh ben, on les retrouve dans la résurrection, etc. Et j'ai trouvé ça fort parce que je me suis dit, mais en fait, Jésus, il avait déjà tout prévu. Ouais. Il avait déjà tout planifié. Le peuple juif, il a été têtu, il a été bête, il a fait n'importe quoi, il s'est rebellé contre son... Et ça n'a rien changé à son plan, en fait. Il n'a Ouais. jamais été pris au dépourvu par ce qui s'est passé, parce que le peuple ou l'être humain a pu faire. Et je me dis, bah, en fait, Dieu, il n'a jamais été pris au dépourvu. Il savait à l'avance. Il y avait des signes qui étaient là. Nous, on pense que c'est des signes anodins, par exemple, comme l'agneau, comme manger les herbes amères, etc., boire le vin. En fait, Ça avait un sens. ça avait un sens. Et Dieu n'était pas pris au dépourvu. Et je me dis, mais moi, pour ma vie, ça me pareil. parle. Ça me parle. Si je reste alignée à son plan, peu importe ce que les êtres humains vont pouvoir me faire, me dire, eh ben, il ne sera pas pris au dépourvu. Et du coup, ouais, ça a pris
Ben, on a envie de Effectivement. répondre Amen Amen. à tout ça. Peut-être dernière question également là-dessus. Finalement, sur la notion même de fête chrétienne, on entend certains discours dire, ah, votre problème, c'est que vous attendez un jour pour vous souvenir de la réalité associée à ce sujet. Est-ce que vous êtes plutôt prophète pour l'intérêt d'avoir le souvenir? Quand je dis prophète, je parle de favorable au fait, pour l'intérêt d'avoir un jour dans lequel on peut focaliser son attention là-dessus et ne pas oublier? Ou est-ce que vous êtes plutôt de celles et de ceux qui disent le piège finalement, c'est de risquer de ne se rappeler qu'un jour sur 365 finalement? En tout cas, un vrai chrétien, enfin déjà chrétien, disciple de Christ, la vie chrétienne, ça se vit au quotidien en Oui, fait. Et l'assurance du salut ou la conscience en fait de Christ ressuscité, ben, c'est la vie du chrétien en fait. Et cette date-là, elle est juste là pour nous rappeler. Moi, vraiment, c'est un moment où ça me permet vraiment Mmh. d'en prendre encore plus conscience en fait. Exactement. C'est juste ça, c'est comme quand on fête un anniversaire. C'est Voilà, ça. c'est juste on se rappelle, ah, je suis né, mais on sait qu'on est né, on Ouais. existe. Et c'est la même chose ce jour-là, c'est juste que je prends encore plus conscience de la grâce que j'ai eue, Mmh. de croire en lui, le salut qu'il m'a donné en retour. Mais sinon, voilà, cette conscience, elle doit demeurer, elle demeure et elle doit Mmh. demeurer tous les jours de Mmh. notre vie, en fait. d'accord. Donc une conscience au quotidien tout au long de Exactement. l'année, Mhm. et puis un moment dans lequel on est encore plus intense dans le souvenir et dans la commémoration à une date précise, C'est ce exactement qui ça. n'est pas forcément une mauvaise chose. Eh bien, Mhm. merci beaucoup en tout cas pour vos échanges, pour vos avis. Heidi, on vous remercie également pour la présence sur le plateau. C'est le temps pour nous d'accueillir notre invité exceptionnel du jour, Philby Longa, pour parler avec nous d'un sujet très important. Nous sommes la veille du 2 avril, journée internationale de sensibilisation à l'autisme, et c'est sur ce sujet que nous voulons nous appesantir pendant quelques instants. D'abord, Philby, bonjour. Bonjour, Vous allez bien? très bien. Merci pour l'invitation, Eh hein. ben, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Vous aurez l'occasion de nous expliquer votre témoignage et combien vous êtes concerné par cette question de l'autisme qui aujourd'hui est un sujet peut-être encore méconnu Exactement. et un temps de sensibilisation est le bienvenu finalement. Alors, c'est la première question que j'aimerais vous poser. D'abord, Lydia, Mhm. quel est pour vous aujourd'hui le rapport que vous avez avec ce sujet de l'autisme? Alors, je suis concernée parce que je suis maman de deux enfants autistes, D'accord? une fille et un garçon de 12 ans et 8 ans. Donc ce sujet me parle puisque ça fait 10 ans que je suis dedans avec tout ce que ça comporte comme difficulté, mais aussi voilà, tout ce que ça apprend aussi de l'humain, de l'handicap. Donc vraiment très honorée que vous puissiez voilà, me joindre à cet entretien sur Eh ben, votre ça. expérience nous sera très utile Mhm. puisque vous portez avec vous ce témoignage et ce parcours de vie qui nous permettra aujourd'hui de pouvoir mieux expliquer cela à tous nos auditeurs. Philby, je vous pose également cette question. Quel est votre rapport aujourd'hui avec le sujet de l'autisme? En fait, je suis éducateur depuis plus d'une dizaine d'années. J'accompagne des enfants, des tout petits à des adultes. J'ai fait différentes structures euh, avec différentes aussi de personnes qui ont différents spectres autistiques. Ça allait du sévère à des personnes qui sont des hauts potentiels ou, comme on disait avant, des Asperger. Donc, j'ai aussi une histoire, on va dire, familiale sur ces sujets-là. Et en parallèle de ça aussi, via la mission, justement, la mission pastorale qu'on a, on accompagne justement les familles parce que c'est une thématique de société. Euh, Malheureusement, on a de plus en plus de familles qui sont exposées à ces réalités-là et c'est important de sensibiliser. Mhm. Pas de stigmatiser, mais de sensibiliser, d'expliquer ce que c'est, d'accompagner les familles, d'accompagner aussi les enfants tout au long de leur vie, que ce soit professionnelle, même familiale, sur différents sujets. Donc, Justement, on a beaucoup de questions lorsque d'accord. on entend déjà vos interventions Mhm. préliminaires. Il y a quelque chose que vous avez dit qui m'interpelle, la différence entre sensibiliser et stigmatiser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi cette différence finalement? D'accord. La différence entre sensibiliser et stigmatiser, lorsqu'on commence par stigmatiser, c'est qu'on part sur des idées reçues. C'est D'accord. ça. Première idée reçue, c'est que souvent, entre guillemets, lorsqu'on parle de l'autisme, dans les médias ou même dans les films, on va mettre en avant la série Good Doctor, je ne sais pas si vous Oui, connaissez, oui, Exactement. oui. Oui. cette personne justement qui a d'énormes potentiels, mais c'est pas mal rajouté.
Et c'est pas forcément ça. D'accord. C'est pas forcément le quotidien aussi Mhm. qu'on voit. Même si peut-être qu'il y a aussi une pensée, voilà, je vais peut-être pas remettre en question ces réalités-là, peut-être une pensée, mais souvent, par rapport à l'autisme, on a souvent voilà, une stigmatisation et on montre souvent une population, c'est-à-dire des personnes de haut niveau, notamment dans des films comme Forrest Gump ou autres. Et nous, dans le quotidien, on a vraiment une variété de personnes, d'individus qui sont très intéressants. Et c'est pour ça que nous, vraiment, voilà, on veut sensibiliser, expliquer d'abord ce que c'est, ce que les personnes peuvent ressentir, comment est-ce que eux voient la société. Et c'est ça aussi la différence qu'il y a entre la stigmatisation. Et souvent, moi, j'ai entendu des personnes dire que voilà, les personnes autistes, bah, c'est des personnes, ils sont très très intelligents. Oui, ils sont intelligents, mais c'est parce que des fois, on le voit par le prisme des médias. Ou il y en a, j'ai entendu aussi, euh, que c'est de la sorcellerie. Mhm. Ou voilà, on entend différentes choses. Et vous, Lydia, est-ce que ce terme stigmatisation, c'est une réalité que vous avez vécue finalement? Exactement. En fait, pour moi, ce terme, c'est l'ignorance, en fait. Je rallie D'accord? ça à de l'ignorance, justement. D'où la sensibilisation, justement, parce que les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'autisme, ben, ils vont stigmatiser les personnes qui ont porteur d'autisme. Et comme vous l'avez dit, à un moment donné, c'est un spectre. Du coup, il y a plusieurs profils d'autisme. Et c'est ce que Philby, Philby disait, c'est que du coup, il y a une image aussi que les médias, enfin les médias, les scénaristes à la bien télévision sûr. donnent des personnes avec autisme où ils préfèrent présenter des profils assez voilà, intelligents, alors que dans les faits, il y a plusieurs profils et ça peut aller à des déficiences intellectuelles, enfin des personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou même des énormes troubles du comportement. Vous voyez, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure de stigmatisation, un des points, justement, pour être factuel, Mhm, pendant des années, des spécialistes, hein, des mhm, personnes de renom, ont expliqué à plusieurs familles, notamment à des mamans, que si l'enfant était TSA, c'était c'était à cause de la maman. mhm. D'accord. Des fois, pendant longtemps, il y a eu ce discours-là, ce que je veux dire un peu, ce système de pensée-là, ou même des psychologues. Les Quand psychanalystes. voilà, des Ouais. psychologues ou des psychanalystes, Mhm, peu importe, on peut les appeler comme mhm, on veut, ils ont eu cette approche-là en expliquant que voilà, que c'était souvent dû à la relation avec la maman et autres. En fait, il s'avère que après plusieurs années, c'était pas du tout le cas. mhm. Et ce qui s'est avéré, c'est que moi, dans mes expériences professionnelles, des personnes qui ont 30, 35 ans, 40 ans, quand on échange avec les mamans, parce que ça crée des blessures, en fait, des blessures Exactement. intérieures. Bah, en fait, pour certains parents, en fait, ils sont restés avec cette pensée-là. Et D'accord. du coup, le travail dans l'accompagnement est complètement différent avec les familles avec lesquelles je travaille de cette génération qui sont un peu plus informés. C'est pour ça qu'on parle de sensibilisation, parce que Mhm, lorsqu'il y a la sensibilisation, il y a l'information. Il y a exactement. aussi l'éducation, parce qu'on est instruit. Et c'est pour ça que moi, je vois une différence avec les familles de maintenant, qui sont un peu plus informées des droits que ça peut être des droits financiers, des droits aussi au travers des structures, que les familles qu'on avait il y a 20 ans, 30 ans. Alors si on peut être précis, parce que le but c'est justement qu'on soit aussi déjà dans une forme de sensibilisation. Bien Quand vous sûr. parlez de droit, d'aide concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Une personne est en train de nous suivre et découvre qu'il y aurait des droits pour des membres de famille dont l'un des enfants serait atteint d'autisme. Quels sont ces droits concrètement? Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? D'accord. Quand j'évoquais le fait d'avoir des droits, un des premiers droits qu'on peut avoir en tant que famille, c'est déjà le droit à la scolarité. Ok, Euh, En Europe, ici en France, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Mhm. Et quand on est famille, on peut faire cette demande-là auprès de la mairie, auprès du recteur académique. Et c'est vraiment important de connaître ces droits parce qu'on voit beaucoup de familles, beaucoup de parents qui laissent leurs enfants à la maison. Peu importe, voilà. Après, on ne connaît pas tous leur niveau. Mais ça, c'est un des premiers vecteurs, c'est-à-dire de connaître que voilà, votre enfant a le droit d'aller à l'école. Il a le droit aussi d'être dans une structure. Maintenant, ça, c'est sur le terrain, des fois, ça peut être délicat. Mais maintenant, c'est important d'être informé. Un des premiers droits, un des deuxièmes droits aussi qu'on peut avoir, c'est que on peut aussi avoir une compensation, entre guillemets. J'aime pas trop le terme compensation, mais on peut avoir une rémunération parce que quand on est amené à s'occuper de son enfant parce que voilà, pour X, Y raison, et qu'on ne peut pas avoir une activité professionnelle,
on peut justement avoir ces droits-là. Euh, il y a différents types de droits. Là, je vous cite vraiment, voilà, là, je vous cite vraiment des droits primaires, mais c'est des choses que souvent les familles, parce qu'ils sont vraiment dans le train du quotidien, et puis il y a aussi la douleur. On a tendance, voilà, à oublier. Et puis, moi qui, voilà, accompagne les familles au quotidien qui ont, dans la zone où je me trouve, dans le 93 et 18e arrondissement de Paris, on a une population assez cosmopolite. Certains, il y a la barrière de la langue, il y a aussi, on peut aussi faire appel à des traducteurs. On va dire que chaque ville ou dans les pays où on se trouve, moi j'ai envie de dire aux familles, on a le droit maintenant, c'est aussi être acteur. Et malheureusement, des fois en tant que famille, on est spectateur. Et c'est vraiment important d'être acteur et c'est aussi important voilà, d'investir, de prendre d'avoir les éléments ressources. Je ne dis pas que c'est facile, puisque peut-être qu'il y a des parents qui vont me dire, mais oui, mais c'est compliqué, il me prend énormément de temps. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous avez le droit et votre enfant a des droits. Et c'est un être à part entière, un enfant qui est merveilleux. Et je sais pas ce que on a pu dire. Moi, j'ai envie de dire, tes enfants sont merveilleux. Et voilà, je ne connais pas les galères des uns et des autres, mais en tout cas, moi, c'est vraiment important de marteler ça, qu'on a des droits et qu'on a des enfants qui sont à part entière, qui sont des citoyens. Alors ça, c'est dans la... C'est joli, hein, parce que c'est ce que même nous vend le gouvernement, l'État nous dit inclusion de tous les enfants autistes, tous les enfants autistes ont le droit d'aller à l'école. Mais malheureusement, dans les faits, on se rend compte que les écoles n'ont pas les moyens d'accueillir nos enfants. Donc, c'est une problématique aussi. La sensibilisation, elle est importante parce qu'elle permet l'accès au diagnostic, parce que pour avoir des droits, poser un diagnostic permet justement à ce que l'enfant soit reconnu au niveau de la MDPH, Maison départementale pour l'handicap, et ainsi, du coup, l'enfant pourra avoir des droits. Donc, c'est important de sensibiliser, comme vous le disiez si bien, parce que beaucoup de parents sont dans le déni. Ils voient bien que l'enfant a des signes, parce que les signes de l'autisme, peut-être qu'on n'en a pas parlé, c'est trouble de la communication, difficulté dans les interactions sociales. Il y a aussi intérêt restreint répétitif. Bon, après, il y a d'autres petits signes qui dépendent d'un profil à l'autre. Il y a des parents qui sont face à ces signes, mais qui refusent ou qui sont dans le déni ou qui espèrent que ça va changer. Malheureusement, ils bloquent parce que du coup, ils ne permettent pas à leur enfant de bénéficier des Bien droits sûr, bien justement sûr. Pas- dont Phoebe parlait. Parce que moi, j'ai vu des parents, le fait justement d'aller dans ces types d'organismes, pour eux, en fait, c'était comme si leur proche, leur enfant était décédé. Exactement. Alors que loin de là, Mm. ça ne c'est pas parce que, en fait, vous avez un enfant qui a des difficultés, un exemple, il ne parle pas à l'âge de 3 ans, 4 ans, ça se trouve à 19 ans, ou j'allais dire par la grâce de Dieu, mais à 19 ans, à 19 ans, 20 ans, il peut très bien avoir la communication. Et en plus, j'ai envie de dire aux parents, aux familles, plus votre enfant sera pris en charge tôt, Exactement. mieux ça sera. Mm. Mieux ça sera pour l'enfant. Parce que voilà, on a la chance d'être dans des pays ici, des pays en Europe où c'est vrai que c'est pas assez. Mhm. Ça, voilà, je suis d'accord avec toi, c'est Mhm. pas assez. Mais dans, si votre enfant tombe dans une structure où il est avec des professionnels qui sont bienveillants, qui connaissent, qui sont formés, il peut progresser, il peut très bien. Moi, j'ai vu des enfants qui sont dans la vie active, qui ont un travail. J'ai même vu certains aussi qui sont des adultes, qui ont une vie de famille. Mm. Donc c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible. Mais une des clés aussi, comme tu le dis si bien, Exactement. c'est de connaître ses droits, c'est de faire des démarches et d'être acteur. Et aussi un point aussi, c'est que qu'on a remarqué chez certaines familles, certaines ne sont pas. Vous voyez, des fois, pour ceux qui ont des enfants, Mm. euh, il y a des associations de parents, d'élèves et autres. Un des points aussi voilà, que je constate, c'est que les parents souvent ne sont pas acteurs ou ne sont pas dans ces types d'associations-là parce qu'ils sont tellement pris dans le quotidien. Par exemple, moi, dans ma structure, j'ai très peu de parents qui viennent au rendez-vous. J'ai très peu de parents qui sont membres même du conseil d'administration de l'association. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose, ça peut être un bémol. Parce que c'est important en tant que parent, surtout qu'il y a des lois pour se faire entendre. Tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas assez il y avait pas assez de formation, il n'y avait pas assez d'encadrement. Mais lorsqu'on est membre, on est membre dans l'association, on est membre au conseil d'administration, bah, on représente les parents.
on représente. Et souvent, malheureusement, on n'y a pas. Du coup, on se retrouve des fois dans ces réunions-là avec des personnes qui sont effectivement des professionnels, mais des fois qui ne sont pas forcément dans ces familles-là. Et donc, du coup, on se retrouve des fois avec, par exemple, un politicien qui va regarder, lui, aux chiffres. Mm. Voilà, c'est difficile à dire, mais voilà, c'est aussi une réalité. Et donc, vraiment, moi, j'ai envie d'encourager les parents, peu importe la culture, que tu parles français ou tu ne parles pas français, à connaître tes droits, à te faire représenter. C'est comme ça aussi qu'on avance. Et moi, j'ai travaillé avec voilà, différentes communautés. Je donne l'exemple des communautés juives. Ils ont beaucoup d'associations ici en France. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leurs droits. Et pourquoi? Et aussi, ils arrivent à parler aux autorités. Quand ils font par exemple le dîner du CRIF, il y a dans le dîner du CRIF, le président de la République, le président Macron, vient à ces dîners-là, et on peut en penser ce qu'on veut, hein, mais ils viennent et ils sont présents. Et donc ce que j'ai envie de dire, c'est que plus on sera nombreux, et mieux ça sera pour nous, et on pourra plus se faire entendre auprès des mairies, auprès voilà, des différentes autorités. Et je sais que c'est pas évident. Alors, j'aimerais vous interroger. Vous avez dit tout à l'heure une expression qui est sortie comme ça, par la grâce de Dieu. Oui. Et moi, ça m'interroge sur le rôle de la foi Oui. dans des moments comme ceux-là. Est-ce que c'est un pilier, une béquille? Est-ce que c'est un paradoxe? Comment vous voyez, Lydia, déjà, la place qu'occupe la foi lorsque je me retrouve à avoir deux enfants que j'aime qui sont dépistés comme étant porteurs d'autisme et que j'accompagne? Est-ce que cette foi, elle vous soutient, elle vous sert au quotidien? Alors cette fois, elle a été bien bousculée, Oui. surtout le diagnostic du deuxième, mais elle me porte et elle me permet de tenir. Après, comme dans tout, il faut quand même un certain équilibre, Oui. Mhm. parce que cette foi pourrait me laisser penser, à juste titre, hein, puisque je suis chrétienne, je crois que Dieu peut tout, que demain, mes enfants pourraient voilà, devenir des personnes neurotypiques, comme on appelle, donc comme Mhm. vous et moi. C'est possible, pourquoi pas. C'est-à-dire, c'est quoi Ben, du neurotypique? coup, on a neurotypique, enfin, des personnes, enfin, Normal. normal, mais j'aime pas ce terme, c'est pour ça que je préfère dire neurotypique, ça, D'accord. voilà, parce que qui est vraiment normal, je sais pas, mais bon, je préfère dire neurotypique, mais voilà, j'ai appris que l'épreuve fait partie de la vie, j'ai appris qu'il y a des situations qui peut-être ne changeront pas comme je le veux, mais ma foi me fait dire que ça n'empêche pas que Dieu soit là et que mes enfants, du mieux que possible, pourront faire les progrès, les meilleurs progrès qu'ils soient. Mais c'est vrai que Phoebe l'a dit tantôt, il y a aussi cette notion, moi, c'est venu sur la table de sorcellerie où ma famille s'est interrogée sur peut-être une prétendue malédiction ou envoûtement, voilà, un mauvais sort qui aurait été jeté sur mes enfants. Et j'avoue que j'ai failli tomber dans ça parce que voilà, ma culture fait que c'est des choses que j'ai Bien sûr. entendues aussi quand j'étais petite. Mais voilà, il a fallu quand même me ressaisir et comprendre que voilà, et tout ça, ça vient aussi quand on se forme, quand on s'informe d'ailleurs même. Mhm. Quand on s'informe, quand je me suis informée sur le sujet, j'ai bien compris que non, il s'agit d'un handicap. Alors, moi, j'aimerais comprendre combien de temps Mhm. il prend ce processus. Vous avez parlé que ça bouscule au début. Combien de temps il prend ce processus pour basculer d'un moment dans lequel je suis euh, très sensible Mhm. à ce qui peut être dit, je me questionne d'où peut venir la cause, quelles en sont les raisons spirituelles, pas spirituelles, et le moment dans lequel je prends la décision, la nouvelle posture de dire j'accepte la situation telle qu'elle est, Mhm. et comme le dit Philby, je cherche à me documenter, à m'informer, à comprendre mes droits, et j'avance avec cette réalité pour apporter le meilleur accompagnement possible à mes enfants. Je crois que c'est propre à chacun. Je crois que c'est vraiment, voilà, ça dépend de voilà, l'éducation, le niveau de foi, enfin, peu importe en fait. Mais moi, ça a pris des années, j'avoue. Il y a eu des moments où voilà, je me suis sentie bien, des moments. On n'en parle pas assez aussi, mais je pense que Philippe nous en dira plus, la dépression des Mhm. aidants. Les parents d'enfants Tout à autistes, ils ne fait. sont pas assez soutenus psychologiquement. Vous parlez des personnes qui ne viennent pas peut-être à des réunions. C'est des personnes qui sont aussi en grande souffrance. Tout à fait. Parce qu'on le veuille ou pas, on nous le présente comme un deuil. Quand on nous annonce le diagnostic, on nous dit il faut faire le deuil de l'enfant rêvé. D'accord. Et du coup, les parents, les proches passent par une période de deuil où l'acceptation est très difficile. Et malheureusement, on ne nous propose pas automatiquement
à nous, parents, un accompagnement psychologique qui pourrait justement nous aider à... Sylvie, vous souhaitez réagir? Faire le deuil de l'enfant rêvé, qu'est-ce que vous pensez de cette expression, cette formulation des choses? C'est pour ça qu'il faut faire attention à certains termes lorsqu'on parle de On deuil. présente, ouais. Parce que lorsqu'on présente, on dit que voilà, on dit qu'il faut faire le deuil de l'enfant rêvé, c'est-à-dire que l'enfant qui va aller à l'université, qui sera médecin, qui sera avocat, qui va se marier ou autre. En fait, inconsciemment, en fait, lorsqu'on présente ça aux familles, on leur dit qu'en fait, il est mort, il ne vit pas. Et inconsciemment aussi, pour certaines familles, en fait, ils ont après du mal à donner de l'amour à cet enfant. Or, moi, de ce que je vois dans mes expériences depuis plusieurs années, c'est des parents qui aiment vraiment leurs enfants, Oui, qui ont beaucoup à donner. Et en fait, comme il y a eu ces paroles-là, ça crée ce qu'on appelle une semence voilà, dans le cœur, bah en Exactement. fait, on va s'accrocher à des choses. Ah tiens, il parle pas. Alors que il y a 6 mois, il marchait pas. Mhm. Il y a 6 mois, il était peut-être pas propre. Et c'est là où, justement, après, pour parler de foi, on occulte un peu les petits, les faibles commencements. Exactement. Alors que, au quotidien, le Seigneur, il fait. Mhm. Le fait juste d'être aussi dans ce pays où tu peux sortir avec ton enfant, dans certains pays, les personnes TSA sont très stigmatisées, sont même très en danger. Et donc, ce que je dis, c'est pas forcément, ça va pas, c'est pas rassurer, mais ça va pas. Il y a une personne qui est vraiment, il y a des personnes qui sont en très très grande difficulté, mais ce que je veux dire, c'est que euh, le deuil, voilà, moi en tout cas, moi, c'est quelque chose que je me refuse à dire aux familles. Moi, je parle plus d'amour. Je parle plus aussi aux parents de transformation. Et j'ai envie de dire aussi aux parents aussi de rêver. Mhm. Parce que quand vous parlez de deuil aussi, c'est que c'est là où aussi ça nourrit aussi une forme d'angoisse. Parce que quand on est parent, tu parlais tout à l'heure de dépression. Bah, quand on est parent et qu'on a un enfant TSA, on se dit le jour où je ne suis plus là, qu'est-ce qui va devenir? c'est une C'est une pression C'est Ah une ouais, énorme. moi, pression c'est une question que énorme. je me pose. C'est une pression énorme. Mhm. C'est une pression énorme. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des petits et faibles commencements. Le fait d'être dans une structure, en tant que parent, moi je m'adresse aux parents, hein, aux familles. Bah, pendant tes temps de prière, tu peux voilà, recommander ça au Seigneur. Quand je ne serai pas là, qu'il soit avec des bonnes personnes. Et aussi, je parlais tout à l'heure de sensibilisation auprès des familles. Je sais que moi, je rencontre des fois des familles, des parents qui ont des enfants. Pendant X années, ils n'ont pas vu leurs grands-parents. L'enfant n'a jamais vu les grands-parents. Pendant X années. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Pendant X années, les frères et sœurs n'ont jamais pu même aller au restaurant. Parce que la maman aussi voulait surprotéger. Et j'ai envie de dire, on n'est pas éternel sur cette terre. Et c'est important, justement. Moi, je veux parler d'amour. Peu importe ce que moi, je vais penser en tant que professionnel, moi, j'ai envie de te dire que cet enfant-là, tu as le droit de l'aimer. Et tu as le droit d'être heureux avec. Et il a le droit d'être heureux avec. C'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Et moi, j'ai vu des enfants, des parents vraiment qui aiment avant d'être aidants. Des parents aimants. Parce que on peut avoir un enfant dit neurotypique, mais qui ne nous aime pas. Donc, on peut avoir, voilà, il y a rien de, il y a pas de choses qui sont logiques ou autres. Donc, vraiment, voilà, moi, j'ai envie de dire aux parents, vous avez le droit d'être heureux avec votre enfant, et cet enfant-là, vous pouvez lui donner l'amour, le plus grand amour qui soit. Donc, Ce sujet, j'aimerais le confronter à la réalité du terrain. Comme vous dites, c'est beau et c'est un objectif. bien sûr. C'est ce vers quoi on tend et c'est important d'envoyer ce type de paroles. Vous avez tous les deux été dans une situation soit d'accompagnement ou de conseil, Mhm. vous à travers une structure qui parle aux familles, pour vous à travers des podcasts. Ouais. Est-ce que vous avez des exemples que vous pouvez nous donner encore pour nourrir cette D'accord. espérance de familles qui ont pu trouver la voie du bonheur, qui ont pu trouver une forme d'équilibre ou d'épanouissement ensemble, malgré la situation dont on est en train de parler? Ou est-ce que c'est un objectif, mais qui concrètement sur le terrain, malheureusement, ne s'exprime pas tant que ça? Moi, des retours que j'ai eus sur les réseaux sociaux, quand je prends la parole par rapport à l'autisme, on va dire que c'est des personnes qui cherchent à être heureux d'une autre manière. D'accord. Voilà. Parce que de toute façon, les progrès, comme chaque profil est différent, les progrès d'enfants Oui. avec autisme aussi sont différents. Donc, il y a ceux qui ont pu voilà, accéder à un niveau de paix, au niveau de l'acceptation, et qui ont vu des progrès et qui aujourd'hui prennent aussi la parole. Parce que ça aussi, c'est une autre étape Bien aussi sûr.
dans ce qui nous était présenté comme un deuil. Mais quand une personne arrive finalement à accepter la situation de son enfant, à aimer cet enfant, à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que cet enfant puisse aller le plus loin possible, on sent une certaine sérénité voilà, enfin, avec ces genres de parents. Mais c'est sûr que la question qu'on se pose toujours, puisque l'handicap, finalement, il ne disparaît pas totalement, à moins d'un miracle, et je crois au miracle, je vous l'ai dit déjà, cash, mais beaucoup de parents, cette question revient. Que deviendra mon enfant quand je ne serai plus là? Parce que oui, il peut être autonome, il peut accéder un jour à un métier peut-être, mais voilà, est-ce qu'il sera autonome dans les relations? Est-ce qu'il arrivera à se marier? Est-ce qu'il arrivera à avoir un logement? J'ai envie de dire, faut être en paix sur ces sujets-là. Faut Voilà. pas courir après des objets. C'est vrai qu'on a ce rêve-là en tant que parent, mais il faut être en paix sur certains sujets. Mm. Parce que qu'on veuille ou on veuille pas, nous tous là qui sommes réunis ici, on va partir. Ouais. On va partir. Et ça, on n'aura pas le contrôle. Mais moi, ce que je dis juste que voilà, c'est important. Je reviens sur l'aspect de l'amour. Parce que quand on donne de l'amour, parce que souvent, quand on voit souvent l'handicap de l'enfant, ce qu'il ne sait pas faire. Moi, j'ai envie de dire, des fois, moi qui accompagne les familles, les parents, que ce soit euh, dans le séculier, c'est-à-dire dans la société civile, et aussi à l'église, au niveau de mon église locale, bah souvent, en fait, c'est plus les parents, les familles que j'accompagne. Parce que c'est une blessure qu'ils ont. Et à partir du moment où vous, parents, vous sentez mieux et qu'on plus ou moins on arrive à restaurer cette blessure, bah, vous allez voir que l'enfant, derrière, on va commencer à avoir des progrès significatifs. Parce qu'en fait, si vous êtes blessé et on n'a pas réussi à faire ce travail-là, ça va être compliqué Vous derrière. êtes en train de dire que finalement, parfois, c'est le cœur des parents qui, lui, est malade Exactement, et qui doit être soigné. exactement. Parce que le regard, parce que la blessure, parce que même certains, quand ils viennent à l'église, euh, le fait juste qu'on dise que voilà, il a cassé un objet, c'est compliqué, ils reviennent plus. Mm. Ouais. Il me semble que vous avez un témoignage Ben oui, là-dessus. moi j'ai eu cette expérience-là 2 fois d'ailleurs, mais une vraiment qui m'a vraiment choquée. Je ne sais pas si je peux la raconter, si vous Allez-y, voulez. allez-y. Donc c'était une convention et en plus il n'y avait pas qu'un seul pasteur, il y avait plusieurs pasteurs, une grande convention à Montreuil. Ah, Donc c'est ouais, magnifique les ouais. conventions. Du coup j'amène ma fille à l'époque 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus, mais à l'époque très Ouais. hyperactive, elle est non-verbale, tout ça. Mais je décide d'y aller parce que dans ma conception à l'époque, ben voilà, j'étais encore dans l'idée que un homme de Dieu, un pasteur pouvait prier pour mon enfant et bah, les symptômes, voilà, allaient disparaître. Donc je suis allée avec ma fille, mais 5 minutes après, elle s'agitait, elle tenait pas en place. On m'a prié de sortir de la salle Mhm. avec ma fille. Je suis restée au couloir, mais elle tenait pas en place dans les couloirs, donc elle courait et du coup à l'intérieur ça s'entendait. Mais j'avais tellement envie de finir cette convention parce que le but c'était qu'à la fin les 5 Mm. pasteurs puissent prier pour des personnes qui passeront devant. D'accord. Mais les membres du protocole sont venus me dire, Madame, allez suivre ça en ligne Donc parce vous que n'avez là, pas pu accéder ah non, finalement à j'ai ce temps ni de fini la prière. conférence, j'habite loin de Montreuil, je vous assure, j'ai fait plusieurs heures de transport en commun avec une petite fille autiste, mais pour qu'à la fin on me dise, Madame, allez suivre votre... Et ça c'est resté une blessure pour moi. Bah, tu vois ce que tu décris, juste je vais expliquer dans le regard croisé de ta fille. Mhm. Tu pars de Montreuil, tu arrives à une convention, Mhm. vous prenez le train, c'est déjà Ouais. loin. Ouais. Elle n'a pas l'information. Tu lui as dit juste on va à une convention, mais elle sait pas, elle n'arrive pas à visualiser c'est quoi une convention, Ouais, elle a etc. 5 ou 6 ans. Elle voit beaucoup de monde, Mhm. le Le bruit, bruit, Ouais, la musique, tout la ça. musique, Ouais. la lune. les gens. Pareil, quand on parle de pasteur qui va prier, la personne va lui imposer les mains. Il y en a Mhm. certains qui sont pas à l'aise avec le toucher. Ouais. Ça même, pareil, elle n'a pas l'information. Du coup, qu'est-ce qui se passe derrière? Mhm. Ça peut conduire à ce qu'on appelle, nous, un trouble du comportement, une crise. Mais c'est Du ce qui s'est coup, passé, hein. elle a Elle 6 était ans. agitée, Elle elle était tenait pas en agitée, place. angoisse. Euh, Du coup, toi, tu Mais vois... moi, je l'ai pris pour moi. Parce Voilà, que, bah, de toute façon, moi, tout ce que je voyais, c'était voilà, aller retrouver des personnes qui partagent la même foi avec moi. Et Mais j'aimerais bien comprendre ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous êtes en train de sous-entendre finalement que j'avais envie de rester à la maison. c'est ça, que l'objectif n'était pas réaliste et que, bon, je sais que c'est pas le cas, mais que les parents ne devraient même pas faire un objectif que d'aller dans un lieu de rassemblement chrétien et festif. très très bonne question. Ouais. En fait, nous, ce qu'on fait, par exemple, moi, au sein de notre église locale, on a en fait une plateforme où justement on a, dans 2 de nos églises actuellement,
où on a des accueils spécialisés. D'accord. C'est-à-dire que les enfants sont dans un espace à part entière. Et l'un des objectifs qu'on se fixe, parce que nous, on est dans une relation de partenariat avec les familles. Mhm. C'est pas vous gardez votre enfant, vous faites le culte, non, on est de partenariat. C'est-à-dire qu'on échange au quotidien. Moi, j'ai les parents chaque semaine. Mhm. Je sais comment ça avance, l'évolution, etc. Et on connaît aussi les réalités, les besoins des parents. Donc, nous, au jour d'aujourd'hui, on a des enfants, comme tu décris là, ça se passait pareil, Mhm. qui arrivent à faire le culte avec la musique, le monde. Parce que pour moi, en fait, l'église, c'est aussi l'espace, c'est un espace où les enfants peuvent progresser. Bien sûr. Mais c'est comment est-ce que nous, on aborde et comment est-ce que nous, on échange dans cette relation-là de partenariat. Et nous, on a des enfants au jour d'aujourd'hui qui font le culte sans tablette, ils arrivent à suivre la louange et autres. Bon, c'est vrai, la prédication, c'est long. Il y en a aussi des fois, il y en a qui dorment, mais ils arrivent à avoir des bons codes sociaux. Mhm. Pourquoi? Parce que ça a été un travail qu'on a fait en amont. C'est-à-dire que nous, on les prend dans cette classe-là spécialisée, on accueille des enfants de 8 à 12 ans. Mhm. Et quand on voit que ça commence voilà, à porter des fruits, bah, on les laisse de temps en temps aller à l'auditorium avec les familles. Les familles sont plutôt contents. Mhm. Donc c'est pour ça que je disais que c'est pas impossible, c'est tout à fait possible, mais il y a une préparation. C'est pour ça qu'on revenait à l'exemple de la sensibilisation, Exactement. c'est d'expliquer. Et c'est vrai que des fois, euh, à l'église, dans la communauté, c'est important aussi dans une communauté d'avoir des personnes voilà, qui connaissent. Nous, par exemple, les familles, on peut rester dans notre communauté parce que voilà, ils ont été au contact des personnes, voilà, je le dis Voilà. humblement, comme moi, qui connaissent. Exactement. Et je vais aussi aller dans un témoignage. Dans une de nos églises, on a eu une maman, enfin une personne qui était venue avec son enfant. Elle était à bout. Elle était vraiment à bout. Et cette personne-là avait comme projet de se suicider et de mettre un terme à la vie de son enfant parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais comme elle était exposée à la parole de l'orateur, parce que c'est lui entre guillemets, elle est venue, elle a été exposée aux prédications du pasteur, elle est venue au sein d'une de nos églises et elle est tombée elle a rencontré le conseiller. Le conseiller, ne connaissant pas, il savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a contactés, sauf que quand il nous a contactés, il s'est passé, je crois, 2 jours. Mais entre-temps, elle avait fait une garde à vue. Parce que, en fait, ce qu'elle avait fait, c'était très grave. C'était vraiment très, très grave. Et quand j'ai échangé avec elle, elle a eu aussi le discours que voilà qu'on peut tenir, c'est que je suis seul, il n'y a pas de structure pour pour mon enfant, je suis débordé, etc. Et j'ai pu faire ce travail-là justement de sensibilisation et aussi de pardon, de lui expliquer. Entre-temps, sa fille, on l'a déplacée, on l'a mis dans un foyer, et au jour d'aujourd'hui, puisque là je raccourcis le témoignage, elle peut faire des médiations avec sa fille, elle peut rencontrer sa fille, et là même là, il y a des week-ends où elle peut récupérer sa fille. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce travail-là. Et parce qu'elle a pu aussi rencontrer des frères et sœurs qui ont été au contact. Je n'excuse pas je ne cautionne pas les faits, mais j'explique que voilà, il y a des parents qui sont en très très grande difficulté. Et c'est important quand on vient dans la communauté. C'est aussi important, nous aussi, corps de Christ, quand on ne sait pas, on ne connaît pas, de dire que nous, on ne sait pas, et de se rapprocher Bien sûr. des personnes qui connaissent. Eh bien, en tout cas, il y aurait beaucoup de choses encore à dire et à redire sur ce sujet. Merci beaucoup de nous avoir apporté vos témoignages, vos expériences là-dessus. Et on va pouvoir mettre en description de la vidéo les coordonnées par lesquelles on peut vous contacter, puisque vous accompagnez, comme on l'a dit justement, les familles. Je pense que ça reste des cas assez rares, les belles initiatives que vous portez, Philby, et on aurait à gagner et on encourage à ce que un maximum encore de leaders religieux, de structures associatives puissent continuer à se lever, à émerger pour faire circuler la parole, faire circuler l'information et que cette sensibilisation, en tout cas, elle soit de plus en plus efficace. C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas, à l'ensemble des familles concernées. Vous qui avez suivi ce contenu, ben justement, n'hésitez pas à le partager pour permettre encore à d'autres personnes d'avoir accès à cette information. Et on se donne rendez-vous tous les mercredis pour un nouvel épisode de votre émission Grand Angle, l'émission qui décrypte les enjeux de l'actualité nationale, internationale et religieuse. À bientôt.